Merci beaucoup. Je m'appelle Paul, j'étais étudiant dans le laboratoire de Jean-Laurent Casanova à New York et à Paris pendant 4 ans. Et là, je suis retourné finir mon internat de pédiatrie. Et je suis actuellement en immunologie adulte. Et puis, comme on va voir pendant le Covid, finalement, je suis quasiment devenu gériatre. Donc, je vais vous parler de ce qu'on a fait sur le Covid depuis... Exactement. De ce qu'on a fait sur le Covid avec toute l'équipe et beaucoup de collaboration, comme vous allez voir, pour essayer de comprendre pourquoi certaines personnes font des infections à SARS-CoV-2 plus sévères que d'autres. Et puis, on verra que ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres maladies probablement. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et avant de commencer, juste rappeler que ce qu'on a vu depuis 2020, en fait, avec le Covid, à droite, c'est une image d'un hôpital de campagne à Madrid. C'est à peu près ce que nos ancêtres avaient vu pendant la pandémie grippale de 1918, avec à gauche une image d'un hôpital également de campagne aux États-Unis, dans le Massachusetts. Et donc, je suis désolé, mes diapos sont en anglais, mais la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi est-ce que certaines personnes meurent du Covid? Donc, à droite, on a un scanner assez classique d'un monsieur de 70 ans qui est décédé du Covid pendant la première vague, et à gauche, un scanner à la phase initiale d'un patient jeune qui a 16 ans, et puis une maladie génétique rare qui s'appelle APS1 ou R, causée par défaut de R, et qui, dans les jours suivant ce scanner, en fait, a été hospitalisé en réa et intubé pour cette pneumopathie à Covid-19. Et donc, en fait, peut-être qu'à la fin, on pourra trouver une cause commune à la sévérité de l'infection chez ces deux patients. Mais en tout cas, ce type d'infection grave, en tout cas l'admission en réanimation pour une infection à SARS-CoV-2 est rare. Et la majorité des personnes infectées, probablement la plupart d'entre nous, ont fait des formes modérées, asymptomatiques ou paucisymptomatiques. Et donc la question, c'était comment est-ce qu'on explique une telle variabilité entre les individus qui s'infectent avec le même virus et qui, pour le SARS-CoV-2, contrairement à d'autres infections virales comme la grippe, ne nous avait jamais contaminés auparavant. Donc il y avait probablement moins d'immunité croisée. Et donc, il y a beaucoup d'études qui ont regardé des grandes études épidémiologiques, des facteurs de risque épidémiologiques, de sévérité du Covid, avec plein de facteurs qui ont été identifiés, l'obésité, le fait d'être un homme, le fait de fumer ou pas, etc. Et finalement, ils confèrent un risque, mais assez modéré, avec des odds ratios qui sont aux alentours de 2. Le seul facteur de risque vraiment majeur de mourir du Covid, c'est de vieillir. Et donc, sur la courbe de gauche, on voit que le risque de décès du Covid double tous les 5 ans avec une augmentation qui est quasiment log linéaire. Mais malgré tout, toutes les personnes âgées ne sont pas mortes du Covid et il reste une grande variabilité interindividuelle dans chaque classe d'âge. Et donc, le fait de dire juste qu'une personne âgée est plus sensible au Covid, ça n'explique pas tout. Et donc, si on regarde dans les déficits immunitaires, il y a plusieurs études qui ont regardé. Et en fait, il n'y a pas vraiment de facteur de risque clair quand on regarde des grandes cohortes de déficits immunitaires T ou B. Et ces patients-là n'ont pas non plus l'air d'être avec une prédisposition énorme à souffrir du SARS-CoV-2. Et donc, pour essayer de comprendre pourquoi certaines personnes vont en réa ou meurent du Covid, Jean-Laurent Casanova s'était associé avec Hélène Sou et avait créé le Covid Human Genetic Effort dans le but de recruter le plus de patients possible avec vraiment des phénotypes les plus extrêmes, soit des infections complètement asymptomatiques ou modérées, en tout cas pas de pneumopathie, soit des infections très sévères qui les amènent en réanimation. Et l'objectif, c'est de recruter un peu partout dans le monde pour essayer d'éliminer les biais ethniques. Et comme vous voyez là, sur la partie de droite, c'est tous les centres participants. Il y a plus de 400 centres. Ils sont à peu près répartis partout, sauf il y en a moins en Asie et moins en Afrique subsaharienne. Et il y a aujourd'hui quasiment 15 000 patients qui ont été recrutés, la plupart avec des formes sévères. Et donc la première hypothèse qu'on a testée, c'est est-ce que certains de ces patients qui étaient en réa pour Covid pouvaient avoir un déficit immunitaire, mais qui serait un déficit immunitaire assez spécifique. Et on a d'abord regardé la voie des interférons de type 1. Donc les interférons de type 1, c'est toute une famille de cytokines assez intéressante, puisque déjà il y en a 17, ce qui est un peu surprenant. Et puis dès leur découverte dans les années 50, ils se sont fait appeler interférons, puisqu'ils ont vraiment la capacité de bloquer la réplication virale. Quelques microgrammes d'interférons, ou même même picogrammes, sont capables de complètement bloquer la réplication des virus sur des cellules contrôle. Et donc, ces 17 interférons de type 1, il y a 13 interférons alpha, un interféron oméga, ceux-là se ressemblent vraiment beaucoup, un interféron bêta qui est un peu différent, et ces 15 interférons-là sont plutôt circulants. On peut se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin de 15 interférons, parce que je crois que c'est encore un mystère. Et après, il y a interférons epsilon et kappa qui sont plutôt gynécologiques pour l'epsilon et dans la peau pour le kappa. En tout cas, c'est surprenant parce qu'ils s'accrochent tous au même récepteur, interféron alpha récepteur 1 en haut à droite, IFNAR 1, et interféron alpha récepteur 2 avec les petites boules bleues.
Et qu'est-ce qui se passe quand l'interféron s'accroche au récepteur? Ça déclenche la dimérisation et puis toute une cascade de signalisation qui, en quelques minutes, en fait, va déclencher la réponse antivirale et la production de gènes qui vont bloquer la réplication virale. Et donc, qu'est-ce qu'on sait des patients généralement pédiatriques qui ont des défauts dans la voie de l'interféron? Il y a un peu deux catégories de patients, mais ils ont tous le même phénotype. Soit des patients, quand on regarde sur le schéma de droite, qui ont des défauts dans les gènes qui sont à la partie gauche, qui produisent l'interféron, qui participent à la production. Et ces patients-là, généralement, ont un défaut de production d'interféron. Soit les patients qui ont des défauts dans les gènes de droite, notamment les récepteurs, qui, eux, ne répondent pas à l'interféron. En tout cas, la conséquence globale, c'est qu'ils n'ont pas assez d'interféron de type 1. Et la conséquence clinique, c'est qu'ils meurent généralement d'infections virales sévères dans l'enfance. Ça, c'est ce qu'on pensait jusqu'au Covid, avec des enfants qui ont des défauts complets ou partiels, mais en tout cas qui font des infections extrêmement sévères, des encéphalites herpétiques, des réactions aux vaccins vivants, le ROR et la fièvre jaune, des infections à pneumopathie, notamment chez les patients qui ont des défauts dans 3 gènes qui sont en rouge ici, IRF7, TLR3 et IRF9. Et donc, à partir de cette observation-là et du fait que les interférons de type 1 étaient connus comme étant vraiment majeurs dans la réponse antivirale, on s'est demandé est-ce que des défauts génétiques de la voie de l'interféron pourraient aussi causer des formes sévères de Covid, comme ils causent des formes sévères d'autres infections virales. Et donc, dans une première étude en 2020, on a analysé à peu près 600 patients avec des formes réanimatoires de Covid-19 et à peu près 400 contrôles qui étaient asymptomatiques. Et on a séquencé leur exome pour regarder les 13 gènes que l'on connaissait comme donnant une susceptibilité génétique aux infections virales sévères. Et on a analysé des mutations délétères dans ces 13 gènes. Et en fait, de façon assez surprenante, c'était quasiment exclusivement des adultes, et on s'est rendu compte qu'il y avait entre 3 et 5% de ces individus qui avaient des mutations délétères dans un de ces gènes de la voie de l'interféron. C'est assez surprenant parce que c'était des adultes, et quand on reprenait leur histoire clinique, il n'y avait pas d'infection virale sévère auparavant, alors qu'ils étaient a priori prédisposés à faire d'autres infections sévères. Et donc, par exemple, moi, je travaillais avant sur le récepteur de l'interféron de type 1, et donc on avait identifié 2 patients, dont un est présenté ici, qui avaient un défaut complet dans ce récepteur de l'interféron de type 1. Et donc, comme on voit ici, alors que le contrôle répond très bien à la stimulation par l'interféron alpha ou bêta, le patient ne répond, lui, pas du tout, alors qu'il répond complètement normalement à la stimulation par l'interféron gamma, c'est la famille des interférons de type 2. Donc au total, des défauts génétiques complets dans la voie de l'interféron, par exemple le défaut en IFNAR1, peut prédisposer à des infections sévères à SARS-CoV-2, notamment chez des patients adultes. Et puis plus récemment, on a regardé chez des patients pédiatriques, et on se rend compte que là, il y a un enrichissement encore plus important, avec plus de 10% des enfants qui sont en réanimation pour une pneumopathie à Covid, ce qui est quand même relativement rare, qui ont des défauts génétiques, soit de production, soit de réponse à l'interféron de type 1. Et donc ça, c'était la première étude qui était un peu biaisée, puisque finalement, on avait vraiment regardé spécifiquement les gènes dont on savait déjà qu'ils prédisposaient aux infections virales sévères. Et on s'est donc posé la question, est-ce qu'il y a d'autres gènes liés à la voie de l'interféron ou pas, qui pourraient être prédisposants à faire des infections à SARS-CoV-2 plus sévères. Et là, avec la partie épidémiologique du laboratoire, on a fait une analyse du génome entier sur plus de 1000 hommes, pour regarder s'ils avaient un enrichissement de variants délétères dans des gènes connus ou pas comme étant importants dans la voie de l'interféron. Et de façon assez surprenante, mais assez logique, on a retrouvé un enrichissement extrêmement majeur de mutations délétères dans le gène TLR7. Et alors si je reviens juste avant en arrière, TLR7 est vraiment un gène majeur de production d'interférons dans les cellules dendritiques plasmacytoïdes. Et donc, quand on analyse ces mutations, il y a plus de 15 familles dans lesquelles il y avait des hommes, puisque TLR7 est sur le chromosome X, qui avaient des mutations délétères dans TLR7 et qui conduisaient à un défaut de production d'interférons. Et en collaboration avec des équipes de Saint-Louis, Ali Amara et Vassilis Soumelis, on avait montré qu'en purifiant les cellules dendritiques de ces patients et en les infectant avec le SARS-CoV-2, on se rendait compte qu'en fait, ils avaient un défaut de réponse à l'interféron, comme on voit pour le patient 8 ou le patient 14, un défaut de production d'interférons, comme on voit pour le patient 8 et pour le patient 14. Donc au total, il y avait quasiment 1% des hommes de moins de 60 ans qui avaient un défaut génétique spécifique des hommes, puisque présent sur le chromosome X, et qui les prédisposait à faire des formes plus sévères de Covid. Il y avait quand même 2 jeunes enfants de ces familles-là, dont on avait séquencé toute la fratrie,
qui avait la même mutation, qui avait été infecté avec le Covid et qui n'avait pas eu de forme sévère. Donc il y a clairement une pénétrance incomplète et peut-être un facteur également lié à l'âge avec la production d'interférons qui peut diminuer avec l'âge. Et donc, quand on regarde le pédigree de ces familles, en fait, on se rend compte que c'est sûrement transmis par la mère, et on s'est rendu compte que quand on regarde chez les enfants, on trouve les mêmes défauts génétiques que ce qu'on avait trouvé chez les adultes, avec encore plus de défauts complets, alors que chez les adultes, ça pouvait être des défauts partiels. Donc ça, c'était très intéressant, et en fait, on se rendait compte que 3 à 5% quasiment des individus en réa pour le Covid pouvaient avoir des défauts génétiques qui pourraient donc en théorie être dépistés avant, mais ça restait relativement peu fréquent, et on s'est demandé s'il y avait d'autres causes plus fréquentes qui pourraient expliquer des infections sévères à Covid, notamment peut-être chez des patients âgés. Et donc là, on s'est tourné vers tout un autre domaine du déficit immunitaire, qui sont ce qu'on appelle des phénocopies auto-immunes, avec des auto-anticorps qui ciblent non pas les récepteurs, mais notamment les cytokines, et les cytokines qui sont anti-infectieuses. Donc, par exemple, c'est ce qui est déjà connu dans les infections à mycobactéries, avec une prédisposition soit génétique, avec des défauts génétiques de la voie de l'interféron gamma, soit la cytokine elle-même, soit les récepteurs, et ce qu'on découvre principalement chez les enfants qui font des mycobactéries sévères atypiques dans l'enfance. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est que depuis 2003, notamment en Asie du Sud-Est, d'autres équipes se sont rendues compte que des patients pouvaient avoir des infections à mycobactéries à l'âge adulte, favorisées par des auto-anticorps anti-interféron gamma qui arrivent, et ça c'est assez intéressant aussi, généralement chez des patients qui ont un haplotype HLA particulier. C'est également le cas dans les candidoses cutanéo-muqueuses, avec des auto-anticorps anti-IL-17 qui donnent un phénotype clinique exactement similaire aux patients qui ont des défauts génétiques de la voie de l'IL-17. Et puis finalement, c'est aussi le cas pour les anticorps anti-IL-6. Et donc on s'est posé la question des anticorps anti-interférons. Et là, de façon assez surprenante, quand on reprend la littérature, on se rend compte que c'est des auto-anticorps qui sont connus depuis les années 80. D'abord chez des patients traités par l'interféron recombinant, pour des hépatites virales par l'interféron alpha, dans la sclérose en plaques pour l'interféron bêta, et ils développent ces auto-anticorps au fur et à mesure du traitement. Également chez à peu près 10% des femmes qui ont un lupus, et c'est d'ailleurs des auto-anticorps qui sont connus comme pouvant favoriser une activité de la maladie moindre, en tout cas une évolution moins sévère du lupus. C'est depuis 2003 connu chez quasiment 100% ou 80% des patients qui ont un thymome, notamment ceux qui ont une myasthénie associée. Et enfin, depuis 2006, c'est complètement un facteur diagnostique des patients qui ont cette maladie génétique par défaut de R, l'APCED ou APS1, et qui ont une polyendocrinopathie auto-immune extrêmement sévère, et ces auto-anticorps anti-interférons qui sont généralement faits en routine clinique avant d'avoir le diagnostic génétique. C'est assez intéressant aussi parce qu'ils sont connus chez les patients qui ont un IPEX par mutation de FOXP3, et en tout cas, dans tous ces cas-là, ils étaient présents, connus, mais on pensait qu'ils étaient complètement asymptomatiques sur le plan infectieux. Quand même, quand on remonte de nouveau dans les années 80, dans la vieille littérature, on se rend compte qu'il y avait un papier d'un patient de Ian Gresser, qui avait, en fait, c'est une patiente qui avait 60 ans et qui avait fait une varicelle sévère, et chez qui avaient été détectés ces auto-anticorps anti-interférons. Et puis là, c'est complètement passé inaperçu jusqu'en 2015, où quelques patients avec des défauts hypomorphes de RAG1 ou RAG2, qui avaient des infections virales sévères et l'auto-immunité, avaient notamment des anticorps anti-interférons. Et puis arrive le Covid malheureusement, et là on entend assez rapidement parler de 3 patients avec APS1 ou APCED, dont on savait qu'ils avaient les auto-anticorps, et qui ont été hospitalisés en réanimation pour des formes sévères de Covid. Donc sachant le rôle viral majeur des interférons de type 1, le fait que des défauts génétiques de l'interféron prédisposent au Covid sévère, et sachant que ces 3 patients APCED qui avaient les auto-anticorps avaient été en réa, on s'est demandé si, finalement, dans d'autres patients qui n'avaient pas d'auto-anticorps de façon connue, on pouvait également les trouver, et est-ce qu'ils pourraient expliquer des formes plus sévères de Covid. Et donc là, on a regardé dans une première étude, en 2020, sur quasiment 1000 patients, si on pouvait détecter ces anticorps anti-interférons. Et donc on a d'abord regardé dans les anticorps anti-interférons alpha-2 et anti-interférons oméga, et de façon assez surprenante, on s'est rendu compte qu'il y avait au moins 10% des patients en réanimation qui avaient des taux extrêmement élevés d'anticorps anti-interférons alpha-2 et ou oméga. Souvent, c'était les deux, mais parfois l'un ou l'autre. Alors que chez les contrôles, à l'époque, il n'y en avait aucun. Et on a regardé dans une petite cohorte d'individus de la population générale non infectés par le Covid, et on s'est rendu compte que là, c'est des gens de moins de 65 ans, il y en avait à peu près 0,3%. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces auto-anticorps étaient
découvert avant l'infection dans quasiment tous les cas, enfin dans tous les cas qu'on a testés, en tout cas pour les patients chez qui on avait des prélèvements pré-Covid. De façon assez intéressante aussi, il y avait une augmentation de la prévalence chez les hommes et la plupart des patients avaient également plus de 65 ans. Donc là, potentiellement, on voit un facteur de risque qui est présent chez les hommes et chez les personnes âgées, ce qui sont deux facteurs de risque majeurs du Covid. Et puis, la prévalence d'auto-anticorps anti-interférons avait l'air d'être à peu près la même dans toutes les cohortes qui ont été testées. Et donc, on n'avait pas l'impression qu'il y avait un biais ethnique ou géographique particulier. Et donc, quand on regarde à quels interférons sont neutralisés par ces auto-anticorps, on se rend compte qu'en fait, les patients chez qui on détecte des anticorps anti-interférons alpha-2 neutralisent les 13 interférons alpha, qui sont très similaires quand on regarde l'arbre phylogénétique à droite, alors que ceux qui neutralisent uniquement l'interféron oméga ne neutralisent aucun des interférons alpha. Et ça, c'est assez surprenant, mais ça veut dire que probablement que ces interférons sont quand même complémentaires, mais pas exclusivement, puisque le fait de ne pas avoir d'interféron oméga prédispose à faire des formes plus sévères de Covid. Et donc, pour démontrer que c'était vraiment la cause de l'infection et pas un auto-anticorps qui était associé à l'infection, on a collaboré avec Charlie Rice au Rockefeller et ils ont fait une manip assez élégante où ils ont pris des cellules contrôle qu'ils ont infectées avec le Covid en présence d'interférons alpha et de plasma soit de contrôle, les deux lignes bleues, soit de patients qui avaient eu un Covid sévère et qui avaient des anticorps anti-interférons. Et donc là, ce qu'ils ont montré, c'est que quand ils infectent ces cellules avec le Covid, mais en présence d'interférons alpha, les deux lignes bleues, il n'y a aucune réplication virale parce que le plasma des patients ne neutralise pas l'interféron recombinant administré. Alors que chez les patients avec auto-anticorps, on voit qu'il y a une réplication virale extrêmement élevée, malgré la présence d'interférons alpha, et donc ça veut bien dire que ces auto-anticorps bloquent l'effet protecteur de l'interféron contre le SARS-CoV-2. Et là, si on regarde l'abscisse, c'est les dilutions sériques qui ont été faites, et on se rend compte que quand on dilue 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois et jusqu'à 100 000 fois le plasma de ces patients, le plasma de certains de ces patients, ils gardent une activité neutralisante. Donc, c'est des auto-anticorps qui sont à des taux extrêmement élevés et qui ont une affinité extrêmement importante pour l'interféron recombinant. Et donc, à partir de ces résultats-là, on s'est rendu compte après qu'il y avait un peu plus de patients qui avaient des taux d'anticorps un peu plus faibles, probablement jusqu'à 15%. Et puis, on s'est aussi demandé quelle était l'épidémiologie de ces auto-anticorps dans la population générale qui n'avait pas été infectée par le Covid. Et là, on a regardé d'abord chez les personnes infectées avec le Covid, donc ça, c'est la cohorte dont je viens de vous parler, où on s'est rendu compte qu'en fait, les auto-anticorps étaient présents à tout âge chez les patients en réa avec les auto-anticorps, donc 10% chez les moins de 40 ans et jusqu'à plus de 20% chez les plus de 80 ans, et qu'ils augmentaient quand même avec l'âge, avec une augmentation assez linéaire, et que, comme on avait observé dans la première étude, on s'est rendu compte qu'il y avait de nouveau une prédominance des hommes et surtout des hommes âgés. Et donc, quid de la population générale? Et là, on a testé 34 000 individus, dont l'ensemble des échantillons avaient été collectés avant 2017, donc qui n'avaient pas pu être infectés avec le Covid. Généralement, pour les moins de 65 ans, c'est des donneurs de sang de l'EFS, et pour les plus de 65 ans, c'est différentes cohortes de l'INSERM ou de donneurs sains. Et on s'est rendu compte que, de façon assez étonnante, avant 65 ans, il y a entre 0,2 et 0,3% des gens qui ont ces auto-anticorps, un peu ce qu'on avait montré en 2020, mais qu'il y a quelque chose qui se passe vers 65-70 ans avec l'apparition des auto-anticorps et une augmentation quasiment exponentielle de la prévalence, jusqu'à plus de 4% de ces individus entre 80 et 85 ans. Et là, après, il y a une petite décroissance qu'on n'explique pas très bien encore, mais peut-être que ces individus qui acquièrent les auto-anticorps avec l'âge, malheureusement, décèdent d'infection virale quelques mois ou années après l'apparition des auto-anticorps. Et puis, de nouveau, on voit qu'il y a une prédominance masculine, généralement chez ces personnes âgées, alors que chez les personnes plus jeunes, c'est un peu plus de femmes. Donc, on est dans une maladie auto-immune qui a quand même une épidémiologie assez différente. C'est principalement chez les hommes et chez les hommes vieux. Et donc, ça va être une des grandes questions pour la suite. Et donc, quand on essaye de calculer le risque de mourir de Covid ou d'avoir une forme sévère de Covid quand on a ces auto-anticorps, en fait, c'est un risque qui est extrêmement élevé, en tout cas en comparaison avec les autres facteurs de risque connus, l'obésité, le diabète, etc. Et un risque qui dépend un peu aussi du type d'auto-anticorps neutralisé. Donc le risque le plus important, c'est les patients qui neutralisent
les 14 interférons circulants principaux, l'alpha, les 13 alpha et l'oméga, qui ont un risque entre 50, un odds ratio entre 50 et 100 d'avoir une pneumopathie sévère, et après des risques qui vont entre 10 et 50 globalement pour les patients qui neutralisent seulement un interféron. En tout cas, c'est un facteur de risque majeur chez ces patients qui ont des auto-anticorps qui préexistent au Covid et qui malheureusement les amènent en réanimation quand ils sont infectés. Et donc la question d'après, on s'est demandé est-ce que ces auto-anticorps pourraient, chez des patients vaccinés qui ont malheureusement fait une infection sévère à SARS-CoV-2, pourraient également prédisposer, être un facteur de risque majeur dans ces patients qui étaient vaccinés avec une bonne réponse sérologique. Et donc on a regardé dans une plus petite cohorte d'une quarantaine de patients qui avaient été hospitalisés en réanimation parce qu'ils avaient une infection à SARS-CoV-2 malgré 2 doses de vaccin et une bonne réponse sérologique. Donc on a refait la réponse sérologique en collaboration avec une équipe à San Francisco et on a éliminé les 3 patients qui avaient une réponse sérologique insuffisante et après chez les autres, on a regardé le taux d'auto-anticorps anti-interféron alpha-2 et on s'est rendu compte qu'il y avait certains patients qui avaient des taux d'auto-anticorps anti-interféron alpha très élevés et qui étaient probablement en réanimation à cause de ça. Et donc pour confirmer, on a regardé l'activité neutralisante de ces auto-anticorps et donc sur les 42 patients testés, il y en avait 20% qui avaient des auto-anticorps neutralisant soit l'alpha et l'oméga le plus souvent, soit l'un ou l'autre séparément mais de façon beaucoup moins fréquente. Et donc, pour confirmer que ces patients-là étaient bien en réa à cause de ces anticorps interférons et pas seulement à cause d'une réponse antivirale insuffisante de la vaccination, on a fait une séroneutralisation du virus et on se rend compte que 8 patients sur 10 avaient une réponse sérologique qui neutralisait le SARS-CoV-2 et qu'il y en avait 2, les 2 qui sont un peu plus en bas à droite, qui avaient une réponse sérologique insuffisante. Donc, au total, la grande majorité des patients qui ont des auto-anticorps anti-interférons avaient une bonne réponse sérologique et donc malgré tout ces auto-anticorps bloquent la première ligne de défense contre le virus, ce qui peut amener à une réplication virale trop importante qui n'est malheureusement pas contrôlée par la vaccination anti-SARS-CoV-2. Et donc ce qui est assez intéressant aussi, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore détecté ces auto-anticorps chez les patients ayant eu 3 ou 4 doses de vaccin. Donc peut-être qu'avec une réponse sérologique encore meilleure, les patients sont malgré tout protégés. Et donc pour finir, je vais présenter en une diapo si peut-être ces auto-anticorps prédisposent non seulement au Covid, mais peut-être à d'autres infections virales sévères. Et donc, la première cohorte qu'on a regardée, c'est une cohorte de patients qui avaient souffert de formes très sévères d'infection au vaccin de la fièvre jaune, ce qui est un effet secondaire extrêmement rare, un cas sur 100 ou 200 000 même, mais dont les facteurs de risque sont assez intéressants. Donc, les facteurs de risque de faire une réaction sévère, soit disséminée, soit neurologique au vaccin de la fièvre jaune, c'est être un homme de plus de 55 ans, d'être une jeune femme, d'avoir un lupus, d'avoir un thymome ou une thymectomie pour thymome, ou d'avoir une maladie auto-immune endocrinologique. Donc tout ça, si on regarde les facteurs de risque d'avoir des anticorps anti-interférons, c'est exactement les mêmes. Et donc de façon intéressante, quand on regarde, c'était une cohorte de 8 patients qui avaient fait des réactions très sévères au vaccin de la fièvre jaune, qui est un des seuls vaccins vivants, un des rares vaccins vivants plutôt. Il y en avait 3, donc plus d'un tiers, qui avaient des auto-anticorps anti-interférons alpha et oméga à des taux extrêmement élevés. Et pour démontrer que c'était vraiment la cause de l'infection sévère, on s'est réassocié avec le laboratoire de Charlie Rice, où ils ont refait la même expérience virale, cette fois-ci non pas avec le SARS-CoV-2, mais avec la souche vaccinale du vaccin de la fièvre jaune. Et de nouveau, ils montrent que l'interféron alpha-2 peut complètement bloquer la réplication du virus vaccinal de la fièvre jaune quand on le met en présence de patients sans auto-anticorps, de plasma de patients sans auto-anticorps, alors que quand c'est des patients avec auto-anticorps, il y a une réplication virale extrêmement élevée, et là encore, même quand on dilue le plasma 100 ou 1000 fois. Donc au total, ces auto-anticorps ont l'air d'être présents dans des infections sévères, notamment les pneumopathies à Covid-19, mais pas que, aussi des infections sévères à fièvre jaune, et ça c'est important, parce que c'est des gens qui, évidemment, peuvent être contre-indiqués de la vaccination contre la fièvre jaune. Donc si on résume pour le Covid, que ce soit les auto-anticorps ou des défauts génétiques, il y a à peu près 3 à 5% des individus adultes qui ont des défauts génétiques de production ou de réponse de l'interféron de type 1 et quasiment 15 à 20% des adultes qui ont des auto-anticorps neutralisant les interférons de type 1
ce qui conduit à une réplication virale beaucoup plus élevée et puis une hyper-réponse inflammatoire, mais dans un deuxième temps, qui est le fameux cytokine storm, qui est non seulement inefficace, mais aussi délétère, et qui participe à l'admission de ces patients en réanimation. C'est un peu contre-intuitif, puisque c'est l'auto-immunité qui attaque l'immunité intrinsèque, mais en tout cas, c'est extrêmement néfaste dans les infections virales. Et potentiellement, ça explique l'augmentation du risque d'infection sévère à Covid chez les personnes âgées, mais il y a beaucoup d'autres infections virales qui augmentent avec l'âge, on pense aux zona, la varicelle, etc. Et ces auto-anticorps sont présents à tout âge, mais avec une prédominance chez les personnes âgées. Évidemment, c'est hyper important de le savoir parce que c'est un diagnostic extrêmement facile. C'est un ELISA qui est fait en quelques heures, qui est déjà fait par plusieurs labos de la PHP. On est en train d'essayer de le généraliser en routine en ville. Ça donne des mesures de prévention. Si on est avant l'infection, évidemment, vacciner ces patients, parce qu'il y a une protection, même si elle est partielle et qu'il faut faire des boosters. Et si malheureusement les patients sont infectés, il y a des traitements spécifiques. Maintenant, il y a des antiviraux. Les anticorps monoclonaux aussi, c'est des souches sensibles. Et si le patient est déjà en réanimation, on a fait des plasmaphéreses chez des patients extrêmement sévères pour enlever les auto-anticorps en adjonction d'interférons bêta injectables. Il y a beaucoup de questions qui restent. Il y a beaucoup d'infections virales qu'on n'a pas encore explorées et qu'on est en train de commencer à s'y intéresser. Il y a beaucoup de maladies auto-immunes dans lesquelles on n'a pas encore regardé la présence ou pas de ces auto-anticorps. Et on n'a pas non plus regardé si ces patients-là avaient d'autres maladies auto-immunes. Et c'est ce que plusieurs collègues sont en train de faire. Est-ce qu'on peut donner des traitements spécifiques pour inhiber la survenue de ces auto-anticorps? Ce serait probablement très intéressant, mais c'est encore un peu compliqué. Et peut-être la plus grande question pour les prochaines années, c'est est-ce qu'on va arriver à identifier les causes de ces auto-anticorps? Est-ce que c'est des causes génétiques chez les patients les plus jeunes, des causes somatiques ou épigénétiques chez les patients les plus âgés? En tout cas, il y a probablement un facteur thymique commun. Voilà, avec ça, je voudrais vous remercier beaucoup. Remercier Marie pour l'invitation. Et vous avez vu, c'est des milliers de patients, donc c'est des milliers de collaborateurs, que ce soit des cliniciens et les patients qui ont accepté de participer. Le Covid-AGE a vraiment été central pour le recrutement des patients. Évidemment, Jean-Laurent Casanova et Laurent Abel qui dirigent le laboratoire. Et puis toute l'équipe auto-anticorps avec qui on a fait ces milliers de tests. Adrien, Tom, Jérémy et Quentin. Avec en plus Claire, merci pour l'invitation, et puis les immunologues de ces quatre. Merci beaucoup. Je vous présente la nouvelle génération et je serai très content de répondre à vos questions. Merci. Question. Marc, Thierry. Merci beaucoup pour ce topo limpide. Alors, j'avais d'abord un commentaire. Bon, c'est très intéressant et ça montre bien les liens entre déficit immunitaire et auto-immunité. On a tendance à dire que parfois, de façon simpliste, à nos malades qui ont des maladies auto-immunes, que c'est leur système immunitaire qui est trop actif et qui s'emballe. Mais en fait, probablement, c'est l'inverse. C'est probablement le fait qu'ils ont un déficit immunitaire qui fait le lit de la maladie auto-immune, mais c'est un sujet que Imagine maîtrise beaucoup mieux que moi. Pour la prédominance masculine, bon, on voit bien que TLR7, ça ne peut pas rendre compte de toute cette différence qui est retrouvée dans toutes les études épidémiologiques, avec en moyenne 2 ou 3 fois plus d'hommes en réanimation que de femmes. Et à ma connaissance, il n'y a pas plus d'obèses chez les hommes que chez les femmes. Et donc vous avez montré que, je trouve ça très intéressant, que la prévalence d'auto-anticorps anti-interférons est plus élevée chez les hommes. C'est intéressant parce que dans certaines maladies auto-immunes qui ont une prédominance féminine, cette prédominance s'efface au bout de la 5e, 6e décennie, et souvent, notamment pour le PTI, qui est une maladie que je connais bien, les hommes deviennent prédominants dans les tranches d'âge plus élevées. Donc là, il se passe quelque chose, mais je ne doute pas que dans les années à venir, on aura une explication. Et c'est probablement pas que le fait que les femmes sont ménopausées à partir d'un certain âge et qu'il n'y a plus l'influence néfaste des oestrogènes. Alors, la question que j'avais sur le plan pratique, c'est nous, je sais qu'on a traité quelques patients en réanimation, enfin à distance, en interagissant avec nos réanimateurs par du rituximab, ce qui peut être un peu contre-intuitif, alors qu'ils étaient en réa intubés, ventilés, mais parce qu'on avait détecté les anticorps. Est-ce que vous avez un retour, on va dire, chiffré au-delà des échanges plasmatiques de patients qui auraient pu bénéficier, un peu dans un contexte d'urgence, avant qu'on ait les anticorps spécifiques anti-SARS-CoV-2, etc., de l'implémentation de Ritux pour traiter justement cette auto-immunité néfaste? Alors non, pas du tout. J'avais même pas entendu parler de ces patients-là. Il y a plusieurs cas. Et ça avait marché? On a eu quelques patients, après c'est
Ouais, ouais. Bah, c'est hyper intéressant. Ce qu'on avait fait avec des collègues de Mondor, notamment, c'est des échanges plasmatiques chez plusieurs patients. Il y en avait la moitié qui avait répondu extrêmement bien et l'autre moitié où ça n'avait rien changé. Donc c'était moins d'une dizaine de patients, donc c'était un nombre très réduit. Mais je pense qu'il y a clairement, on peut jouer sur l'auto-immunité. Après, s'ils sont déjà à la phase extrêmement inflammatoire, il y a une petite étude qui est en train de paraître qui montre que les anti-IL6 sont les anti-IL6 récepteurs particulièrement efficaces chez ces patients-là. Donc peut-être qu'il faut jouer sur les deux, ce serait super intéressant. Merci beaucoup pour ce topo magnifique. Moi, j'ai juste deux petites questions. Sur la Covid, est-ce que vous travaillez sur les cohortes de gens qui n'ont jamais fait de Covid malgré 4 ans de pandémie? Et la deuxième question, est-ce que tu penses qu'il faut rechercher maintenant systématiquement des anticorps anti-interférents avant de te vacciner contre la fièvre jaune? Parce que c'est un test relativement simple. C'est quand même en plus, c'est souvent une raison futile, hein, partir en voyage dans un pays, etc. etc. Alors oui aux deux questions. Pour la première, c'est toujours dans le consortium, Andras Pan avec Jean-Laurent, qui ont lancé cette énorme étude pour identifier les patients résistants à l'infection, qui ont été exposés du fait de l'infection de leur famille et qui n'ont jamais eu de PCR positive et jamais développé d'anticorps qui auraient pu passer inaperçus dans la PCR. Et ça vient de commencer. Ce qui est extrêmement dur, c'est d'identifier les patients, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont été en contact, et en fait, ce n'est pas vraiment un vrai contact, mais c'est en cours, et je crois qu'on a déjà séquencé les exomes des premières dizaines de patients. Et donc là, on est en train de regarder. Pour l'instant, on n'a rien trouvé, à ma connaissance, mais ça va être des choses extrêmement intéressantes. Et il y avait quelques patients qu'on a recrutés qui avaient plus de 90 ans et qui avaient survécu à l'infection, à la grippe de 1918 et qui avaient été infectés avec le Covid et survécu au Covid. Donc ça, c'est aussi une autre partie. Ce n'est pas une résistance à l'infection, mais une résistance probablement aux formes sévères chez ces patients, chez ces centenaires extrêmement âgés. Mais en tout cas, ça c'est en cours et fascinant. Et pour la deuxième question, donc moi personnellement, je pense que oui, il faudrait détecter les auto-anticorps chez tout le monde, indépendamment du Covid et même de la fièvre jaune. En pratique, je pense chez les gens, vu la prévalence dans la population générale, je dirais si on a une maladie auto-immune, un lupus ou une autre maladie auto-immune, ça vaut la peine, ou chez les personnes de plus de 50 ans. Je pense que c'est là vraiment où, quand on monte au-dessus d'1% de prévalence globale, où ça aura vraiment un impact. Après, est-ce qu'il faut les détecter chez toutes les personnes qui vont se faire vacciner? Ce serait l'idéal, mais je ne sais pas si ce sera réalisable. En tout cas, chez ceux chez qui la prévalence est élevée, oui. Très joli topo, bravo. Deux questions. La première, c'est qu'on est étonné de voir la fréquence avec laquelle on détecte des anti-interférons à partir d'un certain âge. Vous avez l'impression de montrer une courbe exponentielle vers le haut. Et on est étonné de finalement ne pas voir davantage de complications, de conséquences infectieuses. On a l'impression que c'est assez spécifique du Covid. Est-ce qu'on sait si ces anticorps qu'on détecte assez fréquemment, finalement, à partir d'un certain âge, sont toujours pathogènes ou pas? Et si on imagine que ça pourrait avoir d'autres complications, je suis en train de penser en vous écoutant là, que dans les lymphomes B du sujet âgé, ils sont un peu plus souvent associés à l'EBV. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ces anticorps puissent favoriser des réactivations EBV et avec les pathologies qui vont avec? Oui, ça c'est hyper intéressant aussi. Donc pour les autres infections virales, on a regardé notamment dans la grippe. Donc la grippe, on en parle moins là, mais c'est plus de 10 000 morts par an en France. Et un peu comme dans le Covid, mais un tout petit peu moins, on trouve quasiment 10% des patients en réa pour une grippe sévère, âgée, qui ont ces anticorps anti-interférons. Donc clairement, ça prédispose à d'autres infections virales, mais ils ont été particulièrement révélés dans le Covid, probablement parce que le Covid est sûrement un peu plus virulent que les autres virus. On n'a jamais été vacciné contre le Covid auparavant, et donc on les détecte plus parce qu'ils peuvent neutraliser le peu d'interférons qui est vital en fait pour lutter contre le Covid. Mais en tout cas, je pense qu'on va les détecter. Plus on va regarder, plus on va les détecter dans d'autres infections virales sévères, notamment du sujet âgé. Et après, ce serait hyper intéressant, en faisant un parallèle chez l'enfant, on ne voit pas de réplication EBV plus importante chez les patients qui ont un défaut génétique de l'interféron. On n'a pas encore, et ça on est en train de le faire, on veut regarder la charge virale EBV, la sérologie EBV chez les patients qui ont des auto-anticorps, parce que peut-être qu'il y en a un qui peut causer l'autre, etc. Et donc ce serait hyper intéressant de regarder, absolument. Oui, et puis il y a aussi la question de l'auto-immunité pathogène tardive.
Pourquoi les sujets plus âgés ont ces ce qui est assez quand même paradoxal. Et là, on essaye de travailler dessus. Donc, ce qu'on a fait déjà, c'est séquencer l'exome ou le génome de ces patients pour trouver des variants germinaux. Il n'y a rien de majeur qui sort chez les patients âgés, quelques-uns chez les patients plus jeunes. On va regarder les variants somatiques éventuellement qui pourraient être présents dans certaines sous-populations. Et notre hypothèse un peu commune, ce serait qu'il y aurait peut-être un défaut thymique qui apparaît avec l'âge. Et pourquoi est-ce qu'on pense ça? C'est parce que tous les défauts génétiques ou non génétiques qu'on connaît qui prédisposent aux anticorps anti-interférons, c'est un défaut thymique. Que ce soit les thymomes, les défauts de R, et d'ailleurs, ce n'est pas qu'un défaut thymique, c'est vraiment une expression du gène R dans le thymus. Et donc, on est en train d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut étudier le thymus de ces patients âgés, sachant que ce n'est pas extrêmement facile de faire une biopsie de thymus. Donc, voir si on peut regarder sur des autopsies, etc. Mais j'espère qu'on va trouver. Il doit plus y en avoir grand-chose du thymus. Oui, exactement. Alors, il y a peut-être des sortes de dysplasies thymiques ou des thymomes qui ne sont pas révélés cliniquement, sauf par ces auto-anticorps. C'est une des hypothèses. Claire. J'ai une question sur la réponse vaccinale ou la réponse à l'infection de ces patients qui ont des anticorps anti-interférons alpha. Oui, absolument. Donc ça, on l'a fait avec Mathieu Maevas à Necker. Et la réponse vaccinale de ces patients avec auto-anticorps anti-interférons alpha est complètement normale. Donc ils montent une réponse sérologique, ils produisent les B mémoires exactement comme les patients qui n'en ont pas. Et en volume d'anticorps, est-ce que ces anticorps sont-ils neutralisants ou pas? Parce que tu as montré que dans certains cas, ça ne l'était pas. Oui, ils sont neutralisants. Alors là, les 2 cas qui avaient plus d'anticorps neutralisants, en fait, c'était les patients qui étaient à plus de 4 mois de la vaccination, qui étaient juste à 4 mois et demi. Donc probablement que c'est à la fin de l'efficacité de la vaccination. Et donc c'est chez ceux-là qu'il faut particulièrement recommander les boosters, je pense. D'accord. Et l'autre question, ça rejoint un peu ce qu'a demandé Paul tout à l'heure. Parmi les patients qui ont un anticorps anti-interféron alpha ou des anticorps anti-interféron alpha, d'abord, est-ce que tu as réussi à identifier si c'était toujours le même anticorps, si ça venait toujours du même clone, ou est-ce que c'était des anticorps qui étaient complètement différents les uns des autres, qui permettaient peut-être d'expliquer aussi qu'ils étaient très efficaces contre l'interféron alpha et que dans un certain nombre de cas, ils étaient tellement efficaces qu'ils étaient responsables du tableau qu'on voyait. Oui, ça c'est hyper intéressant aussi. On a beaucoup de mal à le faire. On le fait avec Mathieu Maevas aussi, mais l'interféron alpha, c'est vraiment microscopique, c'est 19 kilodalton. Et donc, on a beaucoup de mal à mettre en évidence les lymphocytes B qui produisent ces auto-anticorps. Donc, on est en train d'essayer de le faire. Et là, je pense que dans les 6 mois, 1 an, on saura plus. Mais en tout cas, de ce qu'on avait vu dans la P7, c'est vraiment une seule population qui reconnaît l'alpha et l'oméga, d'ailleurs. Mais il y a certainement, chez les patients âgés, c'est probablement assez différent, puisqu'il y a notamment ceux qui neutralisent que l'alpha, ceux qui neutralisent que l'oméga et ceux qui neutralisent tout. Donc, je pense qu'on saura bientôt, mais là, je ne sais pas encore. Merci. Est-ce que du coup, comme en parallèle avant la vaccination, avant la fièvre jaune, est-ce qu'il faudrait dépister nos patients lupiques ou qui ont des maladies auto-immunes de ces anticorps pour faire des boosters, vu que le Covid revient? Alors oui, absolument. Et l'équipe de la Pitié est en train de faire une étude dans le lupus où il y a l'air d'avoir plus d'infections virales chez ces patientes. Et chez les quelques-unes qui ont fait des infections à Covid sévères, on détecte ces auto-anticorps. Donc je pense que surtout dans le lupus, ça vaut particulièrement la peine, et notamment pour la prévention et les boosters. Merci beaucoup.